Dans ce chapitre, nous allons parler de cryptographie à clé secrète, plus particulièrement de fonctions de hachage et de générateurs de pseudo-aléas. Alors ce sera toujours des problématiques basées sur des codes correcteurs d'erreur et qui utiliseront le problème du décodage par syndrome qu'on a déjà vu plusieurs fois pour construire des primitives cryptographiques sûres. Donc une fonction de hachage qui aura sa sécurité, qui repose sur le problème du décodage par syndrome. C'est-à-dire que trouver une préimage, trouver une collision, trouver une seconde préimage, reviendra à résoudre le problème difficile de théorie des codes qu'on a vu jusqu'à présent. Alors je vais donner juste une intuition et puis un exemple de la fonction de hachage qui a été proposée en 2008 pour le concours du NIST. Donc le concours du NIST, vous avez déjà entendu parler en cours de cryptographie, c'était un concours qui était ouvert à la communauté internationale pour choisir les nouveaux standards de hachage. Donc la communauté a proposé chacun sa fonction de hachage et puis les cryptanalyses ont eu lieu entre les différentes personnes qui ont soumises. Et puis à la fin, on a retenu un candidat qui s'appelait SHA-3 qui a gagné cette compétition-là, qui sera le standard choisi par le NIST pour le hachage. Alors déjà une première intuition, si j'ai t parmi n, donc ça c'est le nombre de mots de longueur n et de poids-t, qui est plus grand que 2 puissance n-k. Ça c'est le nombre de syndromes. Donc c'est-à-dire que si j'ai plus de vecteurs de poids-t et de longueur n que de syndromes, alors je vais pouvoir créer une fonction de compression. S'il est difficile de retrouver des vecteurs de poids-t dans un ensemble de vecteurs avec un syndrome donné, alors calculer des syndromes peut servir de fonction de compression. Une fonction de compression, c'est la base, c'est le ciment de la fonction de hachage. C'est cette fonction de compression qui va permettre à partir d'un document ou un média de taille quelconque, de produire un haché, donc qui est de taille fixe, plus petite en général que le document de départ, et ce pour n'importe quelle taille de document. Donc le document peut être extrêmement grand, le haché lui sera de taille fixe. Donc on a besoin de pouvoir compresser, c'est-à-dire d'associer à n'importe quel élément de f2 puissance 1000, par exemple 10 000, 100 000, quelle que soit la taille du document, un haché de taille fixe. Donc ça marche de la manière suivante, on part de notre document, ici, qu'on souhaite hacher. Donc ce document, il n'a pas de forme particulière, c'est juste une suite de bits. On va utiliser une fonction de compression pour donner une première valeur, qui sera ensuite bouclée pour pouvoir créer le haché de l'intégralité du document. Au préalable, on prend les premiers bits du document, on a un vecteur d'initialisation, donc ça c'est quelque chose d'assez standard dans les fonctions de hachage, un vecteur d'initialisation pour que on ait une entrée de la taille désirée. Donc j'ai ce vecteur-là, j'ai le début de mon document, je vais utiliser le problème de décodage par syndrome, donc c'est un problème difficile à condition que le vecteur erreur soit de longueur n et de poids-t. Ici mon x, il est quelconque, donc je ne peux pas utiliser directement ce x pour faire le produit, la matrice de parité fois x. J'ai besoin dans un premier temps d'étendre, c'est-à-dire d'associer à mon x quelconque un vecteur de longueur n et de poids-t, donc ça on a vu comment on pouvait faire avec l'encodage énumératif par exemple. J'obtiens ce vecteur E qui est ici, d'accord, qui va être grand, un grand vecteur E. Je le multiplie par H, donc là je fais un long vecteur N de poids-t fois une matrice H qui va nous donner notre syndrome de taille N-K. Donc là j'ai une sortie qui est bien plus petite que mon vecteur X, puisqu'elle fait que N-K bits, alors que mon vecteur E fait N bits. Donc là j'ai bien une fonction qui va compresser à partir de mon message originel. Je vais obtenir un S qui sera plus petit que le message de départ. Là, j'ai pas forcément haché l'intégralité du document. Donc, si je n'ai pas haché l'intégralité, je vais prendre mon S qui est ici, je vais le mettre ici dans la partie jaune en bas. Je vais prendre la suite des bits de mon document, donc les bits suivants. Et puis, je vais répéter le processus que je viens d'itérer une première fois. C'est-à-dire, je fais phi nt de ce X-là, je multiplie ce résultat par la matrice H, j'obtiens un syndrome. Si le document est terminé d'hacher, eh bien, c'est le dernier tour. Je produis mon haché. S'il n'est pas terminé, eh bien, je réitère encore une fois. Je prends mon syndrome que je mets ici, je rajoute les bits suivants de mon document, et ainsi de suite. Donc, je vois que, au bout d'un certain nombre d'itérations de ce processus, j'aurai haché l'intégralité du document. Et je vois bien que, à partir du haché, retrouver un antécédent, donc retrouver une préimage, c'est résoudre le problème du décodage par syndrome. Voilà. Alors, les performances d'une telle fonction de hachage,
réside dans le temps nécessaire pour encoder les éléments en poids constant. C'est cette partie-là qui est coûteuse. Phi nt de x, ça va associer à un vecteur x quelconque un vecteur de longueur n et de poids t. On a vu que l'encodage énumératif c'était avec des coefficients binomiaux, donc c'est pas forcément très efficace en pratique, puisque le hachage, ça doit être très rapide, puisqu'on a des documents qui peuvent être très grands à hacher, donc il ne faut pas que chacune des itérations soit coûteuse. Donc on va voir comment les gens ont proposé d'améliorer cet encodage, phi nt de x, en ajoutant quelques structures, quelques contraintes à notre vecteur E. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc la première idée, c'est d'encoder sur des mots réguliers. Alors un mot régulier, c'est un mot qui va être de longueur n et de poids t aussi, comme les mots qu'on a utilisés au préalable E de longueur n et de poids t, donc là c'est les mêmes, sauf que il faut impérativement, avec un E qui manque ici, que t divise n, d'accord. Et à ce moment-là, on va découper notre vecteur n de taille 100, par exemple, en des blocs de taille 20, en 5 blocs de taille 20, admettons, et j'aurai un seul 1 dans chacun des blocs. Donc ça veut dire que les 5 1 ne sont pas répartis de manière aléatoire dans mon vecteur erreur E, mais il y en a un par bloc de taille 20. Donc c'est ce qu'on appellera un mot régulier. WNT', c'est les mots qui sont de longueur n et de poids t, mais réguliers. J'ai un seul 1 par bloc de taille n sur t. Donc là j'ai présenté les mots qui seraient dits 1 réguliers, c'est-à-dire qu'il y a un seul 1 par bloc. Mais dans la littérature, les gens ont présenté les mots T' réguliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir T'1 par bloc. Par exemple, mon exemple 100 et mon poids, admettons 10, eh bien j'aurai un 1 par bloc de 10, ou alors j'aurai 2 1 par bloc de 20. Vous pouvez imaginer ça. On peut pas forcément avoir T' égale 1. Le nombre de 1 par bloc peut être différent de 1. Mais dans la suite, on va s'intéresser au cas où on a des mots irréguliers. On voit que ça permettra, on va le montrer juste après, un encodage rapide. Par contre, on va avoir des mots aléatoires, mais avec des 1 répartis dans chacun des blocs. Donc la problématique n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que c'est pas trouver un vecteur E de longueur n et de poids t quelconque tel que h peut égale s. Le problème devient, le décodage par syndrome, trouver un vecteur E de poids t tel que h peut égale s, sachant que il y a un seul 1 par bloc de taille n sur t. Ce problème-là, il est aussi NP complet. Donc il n'existe pas d'algorithme polynomial pour le résoudre, ça a été démontré. Même si le décodage par ensemble d'informations est plus efficace, parce qu'on a une information supplémentaire, quand on va choisir notre permutation aléatoire, on ne va pas la prendre complètement aléatoire, on va choisir bien d'avoir des colonnes de chacun de mes blocs de taille n sur t. Et en augmentant un petit peu n, alors, nécessairement, la sécurité augmentera. Donc, pour pouvoir avoir le même niveau de sécurité que pour l'ISD classique, on va être obligé de prendre un n un peu plus grand. Alors, comment ça marche ? Par exemple, ici, j'ai mon vecteur x, celui-là, avec, qui est composé de 2, 3, 1, 1, 0, 2. Eh bien, je peux lui associer à ce vecteur x un mot de longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24. Donc un mot de longueur 24 et 2 poids 6. De manière assez simple, je vais mettre un 1 en face de la position correspondant à la valeur ici de x. Première valeur c'est un 2, donc je vais mettre un 1 en position 0, 1, 2. Ensuite j'ai un 3, 0, 1, 2, 3, je mets un 1 ici. J'ai un 1, 0, 1, etc. Quand j'ai un 0, je mets un 1 en première position. Donc là je peux associer très rapidement un vecteur x quelconque. Donc là j'ai mis 0, 1, 2, 3, mais j'aurais pu mettre pour 2, 1, 0, pour 3, 1, 1, pour 1, 0, 1, et ainsi de suite. Un vecteur binaire quelconque, je peux lui associer un vecteur de longueur fixe n égale 24 ici et 2 fois 6 très rapidement. Donc c'est ça qui a été l'idée de base pour accélérer la fonction de compression, donc la partie coûteuse de mon algorithme de hachage. Alors comment ça fonctionne sur un exemple ? Admettons que je souhaite hacher le mot x égale 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc on doit avoir une matrice H publique, donc c'est une matrice qui va être la matrice pour la fonction de hachage FSB que l'on souhaite. Je vais prendre ici n égale 12, d'accord, j'ai 12 colonnes, k égale 3, pardon, k égale 4, j'ai 4 lignes, et t égale 3.
Donc ça veut dire que je vais envoyer mon message X sur un mot de longueur 12 et 2 poids 3. 3, ça divise bien 12, alors je suis content. Ça veut dire que mon vecteur, il va avoir un 1 par bloc de taille 4. Donc j'ai 3 blocs de taille 4, il y aura un seul 1 par bloc. Donc première étape, je divise ma matrice H en 3 sous-matrices, H1, H2, H3, et je vais ensuite sommer uniquement une des colonnes de cette matrice-là. Alors on va voir comment ça fonctionne. Je découpe mon X en 3, donc 0, 1, 0, 0, 1, 1, la première partie c'est les deux premiers bits, 0, 1, puis 0, 0, puis 1, 1. 0, 1, ça correspond à 1. 1, je vais mettre un 1 sur la position correspondant à 1. 0, 1, 2, 3. Donc je vais mettre un 1 en position 1. 0, 0, ça fait 0, donc je vais mettre un 1 en position 0. L'indice 0. Ici 0, donc 0 pour la position 1, 0 pour la position 2, 0 pour la position 3. X3 c'est 3, donc je mets un 1 en dernière position. Donc là c'est ça mon vecteur d'erreur, il est bien de longueur 12 et 2 poids 3, mais les mots sont 1 réguliers, ça veut dire que chaque bloc de taille 4 a un seul 1. Ensuite j'ai plus qu'à faire le produit H fois E, transposé, donc je prends ce vecteur E, je fais la somme des colonnes correspondantes. Donc ici, ça correspond à cette colonne-là, 0, 1, 1. Ensuite, la colonne, la première ici, donc 0, 0, 0, 1. Et enfin, la dernière, 1, 0, 0, 1. Donc là, j'obtiens le haché de mon X au départ, qui est ce vecteur-là, 1, 1, 1, 1, 4, 1. Donc je suis bien parti d'un X de 6 bits. J'ai fait la somme de certaines colonnes grâce à mon algo d'encodage assez rapide, puisque j'ai juste à associer la position de la colonne qui m'intéresse. Je fais la somme et j'ai mon haché. Alors là, ça a marché bien parce que mon message était de taille 6 et que je peux le découper en 3 blocs de taille 2. Mais si le message est plus long, admettons que j'ai un message qui soit 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc on remarque que c'est X pour la première partie, mais qu'après j'ai 0, 1. J'ai X concaténé avec 0, 1. Ben alors, j'ai déjà réalisé le haché de X. Donc, si je reviens sur le schéma précédent de la page d'avant, voilà. Si je reviens sur le schéma de la page d'avant, j'ai déjà calculé ce S-là pour notre première partie de mon document. Maintenant, il faut que je prenne ce S, que je le mette à la fin et que je prenne la suite du message. Donc ici, la suite du message, c'est 0, 1. Donc il va falloir que je prenne 0, 1, donc la fin du message, ici, et que je concatène, donc ici ce symbole-là, c'était la concaténation des bits, HX, donc le haché de X qui était 1, 1, 1. Donc j'ai le mot 0, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc là, je vais recommencer en haut. Je vais découper ce nouveau élément en 3 parties de longueur 2, donc 0, 1, 1, 1, etc. Et je vais sommer les colonnes. Et ainsi de suite. Si j'avais d'autres bits à la suite, ben je réitérerais ce processus jusqu'à avoir haché l'intégralité de mon document. Donc c'est ça la méthodologie de cette fonction de hachage. C'est l'idée de Merkle-Damgard de répéter toujours la même fonction de compression pour avoir un haché à la fin de l'intégralité de mon document. Donc voilà comment marche le hachage, on fera un exercice là-dessus pour que vous compreniez. La dernière partie de ce cours, ça va être de vous expliquer assez brièvement comment fonctionne un générateur d'aléas basé sur ces problématiques de code correcteur d'erreur. Donc là, on se place dans l'autre cas. Donc l'autre cas, ça veut dire que le nombre de mots de longueur n et de poids t parmi n, sera plus petit que le nombre de syndromes. Alors si j'ai plus de syndromes que de mots de longueur t et de poids n, mais là, au contraire de la fonction de hachage, je vais pouvoir construire une fonction d'expansion. Une fonction d'expansion, ça va nous permettre de générer, à partir d'une graine, d'une petite valeur, une suite pseudo-aléatoire aussi grande que l'on veut. Donc la figure suivante va vous donner une intuition, donc là c'est pas très rigoureux en termes mathématiques, mais ça vous donne l'idée du fonctionnement. J'ai une graine. Donc vous vous rappelez, quand on fait de la génération de pseudo-aléas, Alice et Bob partagent cette graine commune, qui sont par exemple l'état initial d'un LFSR ou d'un registre à décalage quelconque. Ils se le partagent, et à partir de cette petite graine commune, il faut qu'ils arrivent à générer une suite pseudo-aléatoire aussi grande qu'ils le veulent. Donc première étape, eh bien à partir de cette graine, je vais faire ma première partie, qui va être cette partie d'expansion, comme tout à l'heure. Je vais prendre mon x0 là, et je vais calculer phi nt de x0, qui va me donner E1. Ce E1, je vais le multiplier par h, et je vais obtenir une sortie qui sera plus grande que l'entrée. Donc cette partie-là,
la partie haute, c'est-à-dire les premiers bits de mon produit, les premiers bits du syndrome, je les utilise comme étant les premières valeurs générées par ma suite pseudo-aléatoire, et les derniers bits, je m'en sers pour boucler, donc pour remettre à l'initialisation de mon registre ces bits-là, donc je prends x1, après je fais phi nt de x1 pour obtenir e2, pareil, je fais e2 fois a, j'obtiens un nouveau syndrome, les premières valeurs de ce syndrome sont les valeurs de ma suite de pseudo-aléa, et les dernières valeurs, je les boucle jusqu'à générer la suite pseudo-aléatoire de la taille que je veux. Parce que ici, la contrainte, c'est combien de pseudo-aléas Alice et Bob veulent-ils partager, pour ensuite s'en servir comme one-time pad ou un autre masque quelconque pour un autre algorithme. En tout cas, voilà. On a une graine. Si on est dans ces paramètres-là, alors on va avoir une sortie ici qui va être plus grande que l'entrée. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir générer du pseudo-aléa à partir des valeurs successives des syndromes calculés de la manière illustrée sur cette figure. Voilà, cela termine mon cours.